Bonsoir à tous et bienvenue sur D8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, une nouvelle soirée littéraire. Alors ce soir, je vais continuer la lecture de La Maison Tellier de Guy de Maupassant. Guy de Maupassant est un écrivain français né le 5 août 1850. Après des débuts laborieux, Guy de Maupassant a réussi à s'imposer comme l'un des écrivains majeurs du 19e siècle, au même titre que ses camarades Zola et Flaubert. Auteur de contes, de romans, de nouvelles, son écriture se situe dans le mouvement réaliste et naturaliste. Il est également connu pour avoir su introduire une dimension fantastique à plusieurs de ses récits. Il passe une enfance heureuse au bord du littoral normand. Nous allons donc continuer la lecture. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, #VBN, ainsi que sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Ce roman traite donc en majorité de prostitution, mais d'une très jolie façon. Sur l'eau. J'avais loué, l'été dernier, une petite maison de campagne au bord de la Seine, à plusieurs lieues de Paris. Et j'allais y coucher tous les soirs. Je fis au bout de quelques jours la connaissance d'un de mes voisins, un homme de 30 à 40 ans, qui était bien le type le plus curieux que j'eusse jamais vu. C'était un vieux canotier, mais un canotier enragé. Toujours près de l'eau, toujours sur l'eau, toujours dans l'eau. Il devait être né dans un canot et il mourra bien certainement dans le canotage final. Un soir que nous nous promenions au bord de la Seine, je lui demandai de me raconter quelques anecdotes de sa vie nautique. Voilà immédiatement mon bonhomme qui s'anime, se transfigure, devient éloquent, presque poète. Il avait dans le cœur une grande passion, une passion dévorante, irrésistible. La rivière. Ah, me dit-il, combien j'ai de souvenirs sur cette rivière que vous voyez couler là près de nous. Vous autres habitants des rues, vous ne savez pas ce qu'est la rivière. Mais écoutez un pêcheur prononcer ce mot. Pour lui, c'est la chose mystérieuse, profonde, inconnue, le pays des mirages et des fantasmagories, où l'on voit la nuit des choses qui ne sont pas, où l'on entend des bruits que l'on ne connaît point, où l'on tremble sans savoir pourquoi, comme en traversant un cimetière. Et c'est en effet le plus sinistre des cimetières, celui où l'on n'a point de tombeau. La terre est bornée pour le pêcheur. Et dans l'ombre, quand il n'y a pas de lune, la rivière est illimitée. Un marin n'éprouve point la même chose pour la mer. Elle est souvent dure et méchante. C'est vrai. Mais elle crie, elle hurle, elle est loyale, la grande mer, tandis que la rivière est silencieuse et perfide. Elle ne gronde pas, elle coule toujours, sans bruit. Et ce mouvement éternel de l'eau qui coule est plus effrayant pour moi que les hautes vagues de l'océan. Des rêveurs prétendent que la mer cache dans son sein d'immenses pays bleuâtres, où les noyés roulent parmi les grands poissons, au milieu d'étranges forêts et dans des grottes de cristal. La rivière n'a que des profondeurs noires où l'on pourrit dans la vase. Elle est belle pourtant quand elle brille au soleil levant et qu'elle clapote doucement entre ces berges couvertes de roseaux qui murmurent. Le poète a dit, en parlant de l'océan, « Ô flot, que vous savez de lugubres histoires, flots profonds, redoutés des mers à genoux, vous les racontez en montant les marées, et c'est ce qui vous fait ces voix désespérées que vous avez le soir, quand vous venez vers nous. Eh bien, je crois que les histoires chuchotées par les roseaux minces, avec leurs petites voix si douces, doivent être encore plus sinistres que les drames lugubres racontés par les hurlements des vagues. Mais puisque vous me demandez quelques-uns de mes souvenirs, je vais vous dire une singulière aventure qui m'est arrivée ici, il y a une dizaine d'années.
J'habitais, comme aujourd'hui, la maison de la mère Lafont et un de mes meilleurs camarades, Louis Berthet, qui a maintenant renoncé au canotage, à ses pompes et à son débraillé pour entrer au Conseil d'État, était installé au village de ces 2 lieues plus bas. Nous dînions tous les jours ensemble, tantôt chez lui, tantôt chez moi. Un soir, comme je revenais tout seul et assez fatigué, traînant péniblement mon gros bateau, un océan de 12 pieds, dont je me servais toujours la nuit, je m'arrêtai quelques secondes pour reprendre haleine auprès de la pointe des roseaux, là-bas, 200 mètres environ avant le pont du chemin de fer. Il faisait un temps magnifique. La lune resplendissait, le fleuve brillait, l'air était calme et doux. Cette tranquillité me tenta et je me dis qu'il ferait bien bon fumer une pipe en cet endroit. L'action suivit la pensée, je saisis mon ancre et la jetai dans la rivière. Le canot, qui redescendait avec le courant, fila sa chaîne jusqu'au bout, puis s'arrêta, et je m'assis à l'arrière sur ma peau de mouton, aussi commodément qu'il me fut possible. On n'entendait rien. Rien. Parfois seulement, je croyais saisir un petit clapotement, presque insensible, de l'eau contre la rive, et j'apercevais des groupes de roseaux, plus élevés, qui prenaient des figures surprenantes et semblaient par moments s'agiter. Le fleuve était parfaitement tranquille. Mais je me sentis émue par le silence extraordinaire qui m'entourait. Toutes les bêtes, grenouilles, crapauds, ces chanteurs nocturnes des marécages, se taisaient. Soudain, à ma droite, contre moi, une grenouille croissa. Je tressaillis, elle se tut. Je n'entendis plus rien et je résolus de fumer un peu pour me distraire. Cependant, quoique je fusse un culotteur de pipe renommé, je ne pus pas. Dès la seconde bouffée, le cœur me tourna et je cessai. Je me mis à chantonner. Le son de ma voix m'était pénible, alors je m'étendis au fond du bateau et je regardais le ciel. Pendant quelque temps, je demeurai tranquille. Mais bientôt les légers mouvements de la barque m'inquiétèrent. Il me sembla qu'elle faisait des embardées gigantesques, touchant tour à tour les 2 berges du fleuve. Puis je crus qu'un être ou qu'une force invisible l'attirait doucement au fond de l'eau et la soulevait ensuite pour la laisser retomber. J'étais ballottée, comme au milieu d'une tempête. J'entendis des bruits autour de moi. Je me dressai d'un bond. L'eau brillait, tout était calme. Je compris que j'avais les nerfs un peu ébranlés et je résolus de m'en aller. Je tirai sur ma chaîne, le canot se mit en mouvement, puis je sentis une résistance. Je tirai plus fort. L'ancre ne vint pas. Elle avait accroché quelque chose au fond de l'eau et je ne pouvais la soulever. Je recommençai à tirer, mais inutilement. Alors, avec mes avirons, je fis tourner mon bateau et je portai en amont pour changer la position de l'ancre. Ce fut en vain. Elle tenait toujours. Je fus pris de colère et je secouai la chaîne rageusement. Rien ne remua. Je m'assis, découragée, et je me mis à réfléchir sur ma position. Je ne pouvais songer à casser cette chaîne ni à la séparer de l'embarcation, car elle était énorme et rivée à l'avant dans un morceau de bois plus gros que mon bras. Mais comme le temps demeurait fort beau, je pensais que je ne tarderais point sans doute à rencontrer quelques pêcheurs qui viendraient à mon secours. Ma mésaventure m'avait calmée. Je m'assis et je pus enfin fumer ma pipe. Je possédais une bouteille de rhum, j'en bus 2 ou 3 verres, et ma situation me fit rire. Il faisait très chaud, de sorte qu'à la rigueur, je pouvais sans grand mal passer la nuit à la Belle Étoile. Soudain, un petit coup sonna contre mon bordage. Je fis un soubresaut, et une sueur froide me glaça les pieds à la tête.
Ce bruit venait sans doute de quelques bouts de bois entraînés par le courant, mais cela avait suffi et je me sentis envahie de nouveau par une étrange agitation nerveuse. Je saisis ma chaîne et je me raidis dans un effort désespéré. L'ancre tint bon. Je me rassis épuisée. Cependant, la rivière s'était peu à peu couverte d'un brouillard blanc très épais qui rampait sur l'eau, fort bas, de sorte que, en me dressant debout, je ne voyais plus le fleuve, ni mes pieds, ni mon bateau, mais j'apercevais seulement les pointes des roseaux. Puis, plus loin, la plaine toute pâle de la lumière de la lune, avec de grandes taches noires qui montaient dans le ciel, formées par des groupes de peupliers d'Italie. J'étais comme ensevelie jusqu'à la ceinture. Dans une nappe de coton d'une blancheur singulière, il me venait des imaginations fantastiques. Je me figurais qu'on essayait de monter dans ma barque que je ne pouvais plus distinguer et que la rivière cachée par ce brouillard opaque devait être pleine d'êtres étranges qui nageaient autour de moi. J'éprouvais un malaise horrible. J'avais les tempes serrées, mon cœur battait à m'étouffer et perdant la tête, je pensais à me sauver à la nage. Puis aussitôt, cette idée me fit frissonner d'épouvante. Je me vis perdue, allant à l'aventure dans cette brume épaisse, me débattant au milieu des herbes et des roseaux que je ne pourrais éviter, râlant de peur, ne voyant pas la berge, ne retrouvant plus mon bateau. Et il me semblait que je me sentirais tirée par les pieds tout au fond de cette eau noire. En effet, comme il m'eût fallu remonter le courant, au moins pendant 500 mètres, avant de trouver un point libre d'herbe et de joncs où je pusse prendre pied, il y avait pour moi 9 chances sur 10 de ne pouvoir me diriger dans ce brouillard et de me noyer, quelque bon nageur que je fusse. J'essayais de me raisonner. Je me sentais la volonté bien ferme de ne point avoir peur. Mais il y avait en moi autre chose que ma volonté et que je pouvais redoubler. Mon moi, brave. Raya, mon moi, poltron. Et jamais aussi bien que ce jour-là, je ne saisis l'opposition des deux êtres qui sont en nous, l'un voulant, l'autre résistant, et chacun l'emportant tour à tour. Cet effroi bête et inexplicable grandissait toujours et devenait de la terreur. Je demeurais immobile, les yeux ouverts, l'oreille tendue et attendant. Quoi? Je n'en sais rien. Mais ce devait être terrible. Je crois que si un poisson se fût avisé de sauter hors de l'eau, comme cela arrive souvent, il n'en aurait pas fallu davantage pour me faire tomber raide sans connaissance. Cependant, par un effort violent, je finis par ressaisir à peu près ma raison qui m'échappait. Je pris de nouveau ma bouteille de rhum et je bus à grands traits. Alors une idée me vint et je me mis à crier de toutes mes forces en me tournant successivement vers les 4 points de l'horizon. Lorsque mon gosier fut absolument paralysé, j'écoutai. Un chien hurlait très loin. Je bus encore et je m'étendis tout de mon long au fond du bateau. Je restai ainsi peut-être 1 heure, peut-être 2 sans dormir, les yeux ouverts avec des cauchemars autour de moi. Je n'osais pas me lever et pourtant je le désirais violemment. Je remettais 2 minutes en minutes. Je me disais allons, debout, et j'avais peur de faire ce mouvement. À la fin, je me soulevai avec des précautions infinies, comme si ma vie eût dépendu du moindre bruit que j'aurais fait, et je regardai par-dessus le bord. Je fus éblouie par le plus merveilleux, le plus étonnant spectacle qu'il soit possible de voir. C'était une de ces fantasmagories du pays des fées, une de ces visions racontées par les voyageurs qui reviennent de très loin et que nous écoutons sans les croire. Le brouillard qui, 2 heures auparavant, flottait sur l'eau, s'était peu à peu retiré et ramassé sur les rives, laissant le fleuve absolument libre. Il avait formé sur chaque berge une colline ininterrompue, haute de 6 ou 7 mètres, qui brillait sous la lune avec l'éclat superbe des neiges, de sorte qu'on ne voyait rien autre chose que cette rivière lamée de feu entre ces 2 montagnes blanches. Et là-haut, sur ma tête, s'étalait pleine et large une grande lune illuminante, au milieu d'un ciel bleuâtre et laiteux. Toutes les bêtes de l'eau s'étaient réveillées. Les grenouilles coassaient furieusement, tandis que d'instant en instant, tantôt à droite, tantôt à gauche, j'entendais cette note courte, monotone et triste que jette
aux étoiles la voix cuivrée des crapauds. Chose étrange. Je n'avais plus peur. J'étais au milieu d'un paysage tellement extraordinaire que les singularités les plus fortes n'eussent pu m'étonner. Combien de temps cela durera-t-il? Je n'en sais rien. Car j'avais fini par m'assoupir. Quand je rouvris les yeux, la lune était couchée. Le ciel plein de nuages, l'eau clapotait lugubrement, le vent soufflait, il faisait froid, l'obscurité était profonde. Je bus ce qui me restait de rhum, puis j'écoutais en grelottant le froissement des roseaux et le bruit sinistre de la rivière. Je cherchais à voir, mais je ne pus distinguer mon bateau ni mes mains elles-mêmes que j'approchais de mes yeux. Peu à peu, cependant, l'épaisseur du noir diminua. Soudain, je crus sentir qu'une ombre glissait tout près de moi. Je poussai un cri, une voix répondit, c'était un pêcheur. Je l'appelai, il s'approcha et je lui racontai ma mésaventure. Il mit alors son bateau bord à bord avec le mien. Et tous les deux nous tirâmes sur la chaîne. L'ancre ne remua pas. Le jour venait, sombre, gris, pluvieux, glacial. Une de ces journées qui vous apportent des tristesses et des malheurs. J'aperçus une autre barque. Nous la hélâmes. L'homme qui la montait unit ses efforts aux nôtres. Alors peu à peu l'ancre céda. Elle montait, mais doucement, doucement, et chargée d'un poids considérable. Enfin nous aperçûmes une masse noire et nous la tirâmes à mon bord. C'était le cadavre d'une vieille femme qui avait une grosse pierre au cou. Histoire d'une vieille fille. Une vieille fille? Histoire, on va lancer dans les contre-prêtries. Non, histoire d'une vieille fille de ferme. Comme le temps était fort beau, les gens de la ferme avaient dîné plus vite que de coutume et s'en étaient allés dans les champs. Rose, la servante, demeura toute seule au milieu de la vaste cuisine, où un reste de feu s'éteignait dans l'âtre sous la marmite, pleine d'eau chaude. Elle puisait à cette eau par moments et lavait lentement sa vaisselle, s'interrompant pour regarder deux carrés lumineux que le ciel, à travers la fenêtre, plaquait sur la longue table, et dans lesquels apparaissaient les défauts des vitres. 3 poules très hardies cherchaient des miettes sous la chaise, des odeurs de basse-cour, des tiédeurs fermentées, des tables, entrées par la porte entr'ouverte. Et dans le silence du midi brûlant, on entendait chanter les coqs. Quand la fille eut fini sa besogne, essuyé la table, nettoyé la cheminée et rangé les assiettes sur le haut dressoir au fond près de l'horloge en bois au tic-tac sonore, elle respira, un peu étourdie, oppressée, sans savoir pourquoi. Elle regarda les murs d'argile noire, les poutres enfumées du plafond où pendait l'étoile d'araignée, les harengs-sors et des rangées d'oignons. Puis elle s'assit, gênée par les émanations anciennes que la chaleur de ce jour faisait sortir de la terre battue du sol où avaient séché tant de choses répandues depuis si longtemps. Il s'y mêlait aussi la saveur âcre du laitage qui crémait au frais dans la pièce à côté. Elle voulut cependant se mettre à coudre, comme elle en avait l'habitude. Mais la force lui manqua, et elle alla respirer sur le seuil. Alors, caressée par l'ardente lumière, elle sentit une douceur qui lui pénétrait au cœur, un bien-être coulant dans ses membres. Devant la porte, le fumier dégageait sans cesse une petite vapeur miroitante. Les poules se vautraient dessus, couchaient sur le flanc et grattaient un peu d'une seule patte pour trouver des vers. Au milieu d'elle, le coq, superbe, se dressait. À chaque instant, il en choisissait une et tournait autour avec un petit gloussement d'appel. La poule se levait nonchalamment et le recevait d'un air tranquille.
pliant les pattes et le supportant sur ses ailes. Puis elle secouait les plumes, d'où sortait de la poussière, et s'étendait de nouveau sur le fumier, tandis que lui chantait, comptant ses triomphes, et dans toutes les cours, tous les coqs lui répondaient, comme si d'une ferme à l'autre, ils se fussent envoyés des défis amoureux. La servante les regardait sans penser, puis elle leva les yeux et fut éblouie par l'éclat des pommiers en fleurs, tout blancs, comme des têtes poudrées. Soudain, un jeune poulain, affolé de gaieté, passa devant elle en galopant. Il fit 2 fois le tour des fossés, plantés d'arbres, puis s'arrêta brusquement et tourna la tête comme étonné d'être seule. Elle aussi se sentait une envie de courir, un besoin de mouvement et en même temps un désir de s'étendre, d'allonger ses membres et de se reposer dans l'air immobile et chaud. Elle fit quelques pas, indécise, fermant les yeux, saisie par un bien-être bestial. Puis tout doucement, elle alla chercher les œufs au poulailler. Il y en avait 13, qu'elle prit et rapporta. Quand ils furent serrés dans le buffet, les odeurs de la cuisine l'incommodèrent de nouveau, et elle sortit pour s'asseoir, un peu sur l'herbe. La cour de ferme, enfermée par les arbres, semblait dormir. L'herbe haute, où des pissenlits jaunes éclataient comme des lumières, était d'un vert puissant, d'un vert tout neuf de printemps. L'ombre des pommiers se ramassait en rond à leurs pieds et les toits de chaume, des bâtiments au sommet desquels poussaient des iris aux feuilles pareilles à des sabres, fumaient un peu comme si l'humidité des écuries et des granges se fût envolée à travers la paille. La servante arriva sous le hangar où l'on rangeait les chariots et les voitures. Il y avait là, dans le creux du fossé, un grand trou vert, plein de violettes, dont l'odeur se répandait par-dessus le talus. On apercevait la campagne, une vaste plaine où poussaient les récoltes avec des bouquets d'arbres par endroits, et de place en place, des groupes de travailleurs lointains, tout petits comme des poupées, des chevaux blancs, pareils à des jouets, traînant une charrue d'enfants poussée par un bonhomme haut comme le doigt. Elle alla prendre une botte de paille dans un grenier et la jeta dans ce trou pour s'asseoir dessus. Puis, n'étant pas à son aise, elle défit le lien, éparpilla son siège et s'étendit sur le dos, les 2 bras sous la tête et les jambes allongées. Tout doucement, elle fermait les yeux, assoupie dans une mollesse délicieuse. Elle allait même s'endormir tout à fait quand elle sentit 2 mains qui lui prenaient la poitrine et elle se redressa d'un bond. C'était Jacques, le garçon de ferme. Un grand Picard, bien découplé, qui la courtisait depuis quelque temps. Il travaillait ce jour-là dans la bergerie et l'ayant vu s'étendre à l'ombre, il était venu à pas de loup, retenant son haleine, les yeux brillants, avec des brins de paille dans les cheveux. Il essaya de l'embrasser, mais elle le gifla, forte comme lui. Et sournois, il demanda grâce. Alors ils s'assirent l'un près de l'autre et ils causèrent amicalement. Ils parlèrent du temps qui était favorable aux moissons de l'année, qui s'annonçait bien, de leur maître, un brave homme, puis des voisins du pays tout entier, d'eux-mêmes, de leur village, de leur jeunesse, de leurs souvenirs, des parents qu'ils avaient quittés pour longtemps, pour toujours peut-être. Elle s'attendrit en pensant à cela. Et lui, avec son idée fixe, se rapprochait, se frottait contre elle, frémissant, tout envahi par le désir. Elle disait « Il y a bien longtemps que je n'ai pas vu maman. C'est dur tout de même d'être séparés tant que ça. » Et son œil perdu regardait au loin à travers l'espace jusqu'au village abandonné là-bas, vers le nord. Lui, tout d'un coup, la saisit par le cou et l'embrassa de nouveau. Mais de son poing fermé, elle le frappa en pleine figure, si violemment qu'il se mit à saigner du nez. Et il se leva pour aller appuyer sa tête contre un tronc d'arbre. Alors elle fut attendrie. Et se rapprochant de lui, elle demanda « Ça te fait mal ?» Mais il se mit à rire. Non, ce n'était rien. Seulement, elle avait tapé juste sur le milieu. Il murmurait « Cré coquin !» Et il la regardait avec admiration, pris d'un respect, d'une affection tout autre, d'un commencement d'amour vrai pour cette grande gaillarde si solide.
Quand le sang eut cessé de couler, il lui proposa de faire un tour, craignant, s'il restait ainsi côte à côte, la rude poigne de sa voisine. Mais d'elle-même, elle lui prit le bras, comme font les promis le soir, dans l'avenue, et elle lui dit « Ça n'est pas bien, Jacques, de me mépriser comme ça. » Il protesta « Non ». Il ne la méprisait pas, mais il était amoureux. Voilà tout. Voilà, c'est ainsi que se termine donc cette partie de ma lecture de La Maison Tellier, un fabuleux roman de Guy de Maupassant. J'espère vous retrouver tout bientôt pour la suite de la lecture ou bien pour une autre lecture. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente soirée, une très bonne nuit, de très beaux rêves et bon courage pour le travail pour certains. À tout bientôt.